Une nuit sans lune, un signal anormal surgit discrètement dans le ciel burkinabé. Ce qui semblait être une simple anomalie presque imperceptible allait en réalité marquer le début d'un basculement majeur. Les autorités du Burkina Faso avaient ignoré ces signaux, trop faibles pour susciter une alerte immédiate. Pourtant, leur répétition méthodique dévoilait une vulnérabilité cachée du pays. Ibrahim Traoré, avec son expertise, comprit rapidement que ces anomalies étaient bien plus qu'un simple dysfonctionnement. Et si ces signaux invisibles annonçaient un danger imminent? Le Burkina Faso était désormais observé, et l'enjeu était de savoir jusqu'où cette surveillance irait. Les autorités burkinabées n'avaient jamais envisagé que de simples anomalies, à première vue insignifiantes, pourraient constituer une menace réelle. Le Burkina Faso, un pays déjà fragile, face à des pressions internes et externes, se trouvait sur le point de faire face à une intrusion bien plus complexe qu'imaginée. Ibrahim Traoré, habitué aux défis géopolitiques de la région, savait que chaque signal, aussi minime soit-il, pouvait cacher des intentions malveillantes. Ce qui semblait être un dysfonctionnement dans l'espace aérien s'est transformé en un réseau de signes révélateurs, démasquant une vulnérabilité stratégique. Si ces signaux avaient été interprétés plus tôt, le pays aurait pu anticiper l'évolution de la situation et éviter une crise imminente. L'incapacité à réagir à ce type de menace pouvait non seulement compromettre la souveraineté du Burkina Faso, mais aussi modifier l'équilibre des forces dans la région. Et Ibrahim Traoré se trouvait désormais à un carrefour décisif, comprendre la véritable portée de ces signaux invisibles ou risquer de laisser le pays exposé à une menace grandissante. Au début, les anomalies observées semblaient à peine dignes d'attention. De petites variations dans les fréquences, des éclats de lumière furtifs, des trajectoires inhabituelles dans le ciel burkinabé, des événements qui, sur le moment, n'avaient pas de signification immédiate. Pourtant, derrière ces indices apparemment insignifiants, un schéma plus vaste était en train de se dessiner. Ibrahim Traoré, en scrutant ces premiers signes, comprit rapidement que ce n'était pas un simple dysfonctionnement technique, mais plutôt un phénomène systématique, presque méthodique. Les premières perturbations, souvent ignorées par les équipes de surveillance, ont commencé à révéler une dynamique sous-jacente. Ces signaux ne se limitaient pas à de simples interruptions ou erreurs techniques. Ils formaient un réseau cohérent, et c'était ce réseau qui était en train de se déployer lentement mais sûrement. Ce n'était pas un hasard si ces perturbations se produisaient toujours dans des zones stratégiques. Les routes d'approvisionnement, les points de surveillance, les corridors vitaux, où le moindre écart pouvait avoir des répercussions majeures. Les forces extérieures testaient et le pays réagissait avec une lenteur préoccupante. La première véritable révélation survint lorsque plusieurs opérateurs des avant-postes rapportèrent des anomalies identiques répétées à intervalles réguliers. Ces données, d'abord dissociées, prenaient maintenant un sens. Le Burkina Faso était observé, non pas par un seul acteur, mais par un réseau méthodique qui essayait de comprendre les faiblesses du pays. Ibrahim Traoré, avec son expérience dans les affaires géopolitiques, comprit alors que cette observation n'était pas innocente. L'intrusion était progressive, silencieuse, et le but n'était pas simplement de tester les capacités de réaction du pays, mais de les mesurer, de les ajuster et d'exploiter les moindres failles. Le Burkina Faso ne pouvait plus se permettre de rester passif face à ces signes de plus en plus évidents. Ibrahim Traoré, en tant que stratège chevronné, savait que l'observation minutieuse de ces anomalies n'était pas simplement un exercice de routine. Lorsqu'il reçut les premiers rapports des postes avancés, il comprit que ces phénomènes, bien que subtils, n'étaient pas le fruit du hasard. Il fit immédiatement appel aux analystes pour une réévaluation complète des données collectées. Ces petites anomalies, souvent considérées comme sans importance, formaient en réalité un schéma de plus en plus évident. Une menace invisible mais croissante s'immisçait dans l'espace aérien du Burkina Faso. Les premières alertes vinrent des soldats stationnés dans les régions du nord et du centre du pays. Un soldat de Kaya, après 3 nuits consécutives d'observation, nota une trajectoire identique. Un objet volant, silencieux et à grande vitesse, suivait toujours la même route à la même heure. Ce détail, qui aurait pu passer inaperçu,
attira l'attention d'Ibrahim Traoré, qui, après consultation, décida de croiser ses observations avec les relevés des autres points de surveillance. Ce n'était pas un simple incident isolé, mais une répétition méthodique de comportements. L'analyse plus poussée révéla que ces anomalies se produisaient toujours dans des zones critiques. Les corridors d'approvisionnement, les points de passage surveillés, là où le moindre écart pouvait signaler une intention extérieure. Traoré réalisa que l'intrusion ne se limitait pas à une simple observation. L'adversaire testait les réactions du pays, cherchant à comprendre son niveau de préparation. Ce constat marqua un tournant. Le Burkina Faso était désormais dans une phase de vulnérabilité active, et chaque mouvement de ces signaux devenait crucial. Traoré savait qu'il était impératif d'adopter une posture plus réactive et de ne plus attendre passivement. Le Burkina Faso était dans une période de calme trompeur. Les premières perturbations, telles que les légères variations de fréquence et les trajectoires inhabituelles détectées par les opérateurs des postes avancés, avaient d'abord été traitées comme des incidents isolés. Pourtant, la situation changea rapidement lorsqu'un schéma cohérent commença à émerger. Les opérateurs de Kaya, Waïgouya et des vallées centrales commencèrent à signaler des anomalies similaires, des lumières étranges dans le ciel, des changements de fréquence et des trajectoires qui suivaient des itinéraires presque identiques. Ces premiers signaux auraient pu être ignorés, mais un élément crucial se produisit. Les anomalies se produisaient dans des zones spécifiques, stratégiques pour le pays. Les routes d'approvisionnement, les couloirs de passage et les points de surveillance étaient dans des lieux où ces perturbations se manifestaient régulièrement. Ce n'était plus un phénomène aléatoire. Chaque rapport ajoutait une pièce au puzzle, montrant que les anomalies suivaient un itinéraire précis, systématique et bien pensé. Cela ne faisait plus de doute, quelqu'un ou quelque chose testait les systèmes de surveillance du pays. La découverte de ces anomalies répétées déclencha une réaction immédiate au sein des autorités militaires. Ibrahim Traoré, en examinant les données, réalisa que cette séquence n'était pas une simple erreur technique, mais un signe inquiétant. Le pays était en train d'être observé de manière méthodique, et la menace n'était pas imminente sous forme d'attaque ouverte, mais dans une stratégie plus subtile et insidieuse. L'objectif semblait être d'évaluer les capacités de réponse du pays en cas d'intrusion. Cette observation progressive, lente et presque imperceptible, permettait à l'adversaire de comprendre la réactivité des forces burkinabè. Les rapports se multiplièrent au fur et à mesure que les jours passaient. Dans les régions de Kaya et Waïgouya, les soldats rapportaient des déplacements réguliers d'objets volants non identifiés. Les trajectoires étaient constantes et prévisibles, ce qui rendait difficile d'imaginer qu'il s'agissait d'une erreur technique. Plus la surveillance avançait, plus les éléments convergeaient vers une conclusion alarmante. Une phase de test était en cours. La réaction du pays, ou son absence de réaction, était scrutée et mesurée. Ce phénomène aurait pu être traité comme un incident isolé, mais la répétition des événements, leur prévisibilité et la zone géographique ciblée permirent à Ibrahim Traoré de tirer des conclusions précieuses. L'intrusion était calculée en testant méthodiquement les limites du système de surveillance nationale. Le pays semblait toujours en retard dans sa réponse, malgré les efforts de ses opérateurs. L'escalade se fit sentir de manière progressive, mais régulière. Les premiers signes de test se transformèrent en une évaluation systématique. Les autorités, sous la direction d'Ibrahim Traoré, commencèrent à comprendre que ce n'était plus une simple question de sécurité aérienne, mais une menace potentielle pour la souveraineté du pays. L'activation de l'alerte nationale devint inévitable. Le point de basculement se produisit lorsque des trajectoires d'objets inconnus furent détectées à une vitesse et à une altitude que les radars ne pouvaient pas suivre efficacement. La méthode de détection avait été calibrée pour des intrusions classiques, mais les adversaires semblaient avoir anticipé ce calibrage, ajustant leur vitesse et leur altitude pour éviter d'être capturés. Cette phase marqua un tournant décisif dans la crise. Les autorités burkinabè étaient confrontées à une menace qu'elles n'avaient pas prévue.
une intrusion aérienne plus sophistiquée, utilisant des tactiques d'évasion de détection. Ce fut le moment où les forces de défense burkinabées durent réagir de manière plus coordonnée et stratégique. Traoré, comprenant la gravité de la situation, lança immédiatement une réorganisation des relais de surveillance et des protocoles de réponse. Cette phase d'adaptation était cruciale car elle dénotait un changement dans la dynamique de la menace. Il ne s'agissait plus de tester les capacités, mais d'exploiter les failles existantes du système de défense. Le pays, à ce moment précis, se trouvait dans une course contre la montre pour se préparer à l'inconnu. Alors que la situation évoluait, il devenait impératif de recueillir des données concrètes pour soutenir les hypothèses d'intrusion. Les rapports des postes avancés indiquaient que les anomalies détectées n'étaient pas simplement des erreurs aléatoires, mais qu'elles suivaient un schéma cohérent. Les données collectées commencèrent à s'accumuler et à révéler des détails essentiels qui allaient bientôt changer la donne. Pour commencer, les mesures de fréquence capturées par les radars sur plusieurs jours consécutifs furent analysées. Les premières anomalies avaient été considérées comme des perturbations mineures, mais une fois agrégées, les données démontraient une constance alarmante. Les variations de fréquence, dit captées à intervalles réguliers, n'étaient pas aléatoires, mais suivaient un modèle précis. Les opérateurs des stations frontalières commencèrent à détecter des fluctuations de fréquence dans les mêmes zones à des moments similaires chaque nuit. En moyenne, les fluctuations se produisaient toutes les 48 heures, avec une durée de persistance de 12 à 15 minutes par événement. Dans le même esprit, les trajectoires des objets inconnus observés furent comparées avec les routes aériennes préenregistrées et les systèmes de surveillance du pays. Les données de positionnement ont révélé que les trajectoires des objets non identifiés se superposaient de manière significative aux points stratégiques du Burkina Faso, notamment les zones de transit et les routes d'approvisionnement vitales. Sur une période de 3 semaines, 5 trajectoires spécifiques furent suivies et chacune de ces trajectoires passait près de sites sensibles, tels que des stations de surveillance et des bases militaires. Cette répétition ne pouvait plus être ignorée. Enfin, la vitesse et l'altitude des objets détectés ont constitué un autre élément clé dans l'analyse. Les premières observations ont montré que les objets se déplaçaient à une vitesse moyenne de 350 à 400 km/h. Cependant, ce qui se révéla crucial, c'est la constance de cette vitesse au cours des différentes incursions. À un moment donné, les appareils ont modifié leur altitude de manière imperceptible. Lors d'une tentative de capture par radar, les appareils ont descendu leur altitude de 1500 mètres à 1200 mètres en moins de 2 minutes. Cette variation rapide d'altitude témoignait d'un effort délibéré pour éviter la détection. En analysant cette modification, les experts militaires ont compris que les intrus s'adaptaient activement aux mesures de défense mises en place par le pays. Les données des systèmes de détection ont également montré que, malgré l'ajustement constant de la trajectoire, les intrus restaient dans une zone d'alerte maximale, mais sans franchir une ligne qui aurait déclenché une réaction militaire immédiate. Ce comportement méthodique a permis aux forces de surveillance de constater que ces incursions n'étaient pas dues à un manque de préparation, mais à une infiltration ciblée, calculée pour tester et mesurer la réactivité du Burkina Faso. Une autre dimension des données collectées concernait l'intensité des intrusions. Alors, les premières mesurements de perturbation n'avaient affecté que des secteurs isolés du pays. Mais à partir de la 4e semaine, les intrusions commencèrent à se rapprocher de zones sensibles. Les objets se déplacèrent à des altitudes plus basses et la vitesse de croisière commença à varier. Les relevés ont également indiqué des changements dans les configurations des trajectoires, suggérant que les intrus évaluaient les points de surveillance les plus vulnérables. Les informations provenant de chaque secteur de surveillance étaient désormais croisées pour évaluer l'impact des anomalies. Ces éléments ont permis de déduire qu'une opération plus grande était en préparation. Les analyses quantitatives des trajectoires et des fréquences ont fait émerger une conclusion évidente. Le Burkina Faso faisait face à une menace systématique, planifiée
et adaptative. Ce n'était plus une question de supposition, mais de preuves tangibles validées par des centaines de points de données concordants. La dynamique de l'intrusion était en place, et le pays devait désormais réagir avec une coordination immédiate pour prévenir toute aggravation de la situation. À mesure que la situation se compliquait, deux visions opposées de l'évolution de l'intrusion se sont formées parmi les analystes burkinabés. La première, plus optimiste, estimait que la menace était encore sous contrôle et que le pays pouvait riposter efficacement. Selon cette perspective, les intrusions aériennes étaient encore relativement simples à détecter, même si elles semblaient adaptées pour échapper au système de défense classique. Alors, les trajectoires répétitives et les vitesses constantes des objets observés laissaient à penser que l'adversaire testait uniquement les capacités de détection du pays sans intention immédiate de passer à l'attaque. Les analystes de cette position soutenaient que le réseau de surveillance du Burkina Faso, une fois réajusté en fonction des nouvelles données, pourrait contrer toute tentative d'intrusion plus sérieuse. La coopération entre les différents postes de surveillance ainsi qu'une surveillance accrue des zones sensibles permettrait de détecter ces menaces avant qu'elles ne deviennent trop graves. Dans cette vision, la vigilance et l'adaptation des systèmes étaient considérées comme suffisantes pour empêcher l'escalade. La seconde vision, plus pessimiste, soutenait que ces incursions étaient le prélude à une opération plus complexe et plus agressive. Les analystes de cette position arguaient que les intrusions subtiles observées jusqu'à présent n'étaient que la phase de préparation d'une offensive plus vaste. Ils pointaient du doigt l'évolution des trajectoires qui commençaient à se resserrer autour de points stratégiques et l'adaptation constante des intrus qui ajustaient dans leur altitude et leur vitesse pour éviter la détection. Cette approche suggérait que l'adversaire n'était pas simplement en train de tester le système de défense, mais cherchait activement à trouver des vulnérabilités dans la riposte du Burkina Faso. Selon ce point de vue, la faiblesse des systèmes de détection et la lenteur de la réaction du pays permettaient aux intrus de collecter des informations cruciales et de préparer une attaque plus décisive. La confrontation entre ces deux visions était inévitable. Les analystes optimistes étaient persuadés que le Burkina Faso pouvait encore contrer l'intrusion avec les ressources dont il disposait en renforçant simplement les points de surveillance et en affinant les techniques de détection. En revanche, les analystes pessimistes estimaient que l'adversaire avait déjà pris une avance significative et qu'il ne s'agissait plus de simples tests, mais de la préparation d'un conflit plus ouvert. Selon cette perspective, chaque minute de retard augmentait la vulnérabilité du pays. Le compromis, cependant, en résidait dans l'acceptation d'un fait indéniable. Le Burkina Faso faisait face à une menace bien plus sérieuse qu'il ne l'avait anticipée. Que l'on soit optimiste ou pessimiste, une réaction immédiate et un renforcement des capacités de défense étaient devenus des impératifs. Ibrahim Traoré, en tant que leader stratégique, savait que l'avenir du pays dépendait de la rapidité de la réponse, et il ne pouvait se permettre de sous-estimer la gravité de la situation. Le point de basculement survint lorsqu'une nouvelle incursion fut détectée au cours de la nuit. Cette fois-ci, les objets non identifiés ne se contentaient plus de trajectoires répétitives. Ils avaient modifié leur approche, s'adaptant clairement aux ajustements effectués par les systèmes de surveillance burkinabés. Ce changement marqua un tournant décisif. Les intrus n'étaient plus seulement en train de tester la réactivité du pays. Ils étaient en train d'exécuter une opération coordonnée. Les données collectées par les radars et les opérateurs sur le terrain révélèrent un modèle d'attaque plus complexe où chaque mouvement semblait être parfaitement calculé. Le ciel burkinabé, jusque-là un espace relativement sécurisé, devenait de plus en plus contesté. Ibrahim Traoré réalisa que ce que le pays affrontait n'était plus simplement une série d'incidents isolés, mais une menace structurée, prête à déstabiliser le système national. Cette révélation fut un moment clé dans l'analyse de la situation. Le Burkina Faso n'était plus observé de loin, il était désormais le centre d'une manœuvre stratégique où chaque erreur pouvait avoir des conséquences dramatiques. Le pays était à la croisée des chemins,
réagir rapidement ou risquer de perdre son contrôle sur le territoire. Lorsque les trajectoires des territoires des intrus se resserrèrent autour de zones sensibles, les répercussions de cette escalade devinrent rapidement visibles. Les autorités burkinabées durent faire face à une série de défis immédiats car les éléments d'information collectés montrèrent que l'opération d'intrusion n'était pas simplement un test, mais une manœuvre calculée pour frapper des points stratégiques. La première conséquence visible se manifesta dans les infrastructures critiques du pays. Les premières zones affectées furent les routes d'approvisionnement et les points de surveillance qui, jusque-là, avaient été considérés comme suffisamment protégés. Les opérateurs signalèrent que des anomalies plus graves se produisaient à proximité de ces points, signalant que les intrus étaient en mesure de manipuler les systèmes de détection pour contourner les mesures de sécurité. Dans certaines régions, la présence constante de signaux suspects commença à paralyser l'activité locale, car les autorités durent mettre en place des mesures d'urgence pour protéger ces infrastructures vitales. Les perturbations dans les réseaux de communication devinrent également un problème majeur. Alors que la menace persistait, les entreprises locales opérant dans les secteurs miniers et énergétiques commencèrent à ressentir les effets de ces intrusions. Les perturbations dans les lignes de communication entraînèrent des retards dans les livraisons, affectant directement l'économie du pays. Les investisseurs étrangers, sensibles à toute forme de risque, commencèrent à se retirer, craignant que ces incursions signalent un manque de sécurité à long terme. À l'échelle nationale, les autorités furent confrontées à une situation de plus en plus tendue. Les forces de défense, bien qu'ayant renforcé leur coordination, se retrouvèrent limitées par la technologie vieillissante et les ressources limitées du pays. Les équipes de surveillance travaillaient sans relâche pour identifier et neutraliser les menaces, mais le manque de technologie avancée les rendait vulnérables à des attaques plus sophistiquées. La réactivité du pays fut mise à l'épreuve, et chaque retard dans l'activation de mesures défensives aggravait la situation. Une autre conséquence de l'escalade fut l'impact sur les populations locales. Dans les zones rurales, les habitants commencèrent à observer des lumières et des mouvements inhabituels dans le ciel, entraînant une panique croissante. Bien que les autorités aient cherché à minimiser l'inquiétude publique, la situation restait tendue, et la confiance de la population dans les capacités de défense du pays commença à se fissurer. Des rumeurs circulèrent, alimentées par l'incertitude et l'absence de réponse claire. Le gouvernement dut intervenir pour rassurer les citoyens, tout en intensifiant la surveillance et la collecte d'informations pour éviter toute propagation de panique inutile. Enfin, à l'échelle géopolitique, les pays voisins commencèrent à prendre note de l'escalade de la situation. Les couloirs aériens et les zones frontalières du Burkina Faso étaient désormais des points de tension et les discussions informelles entre les États voisins se multiplièrent. Bien que la coopération régionale ne fût pas encore formalisée, il devenait évident que la situation en Burkina Faso avait des implications pour l'ensemble de la région sahélienne. La montée en puissance de cette menace aurait des répercussions sur la stabilité régionale, avec des conséquences potentielles pour les pays voisins, qui pourraient être entraînés dans un conflit à plus grande échelle. Les autorités burkinabées, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se retrouvèrent dans une course contre la montre pour neutraliser cette menace avant qu'elle ne prenne une ampleur incontrôlable. Les choix qu'elle ferait dans les semaines à venir détermineraient non seulement la sécurité du pays, ça met aussi son avenir en tant que nation souveraine face à des pressions extérieures croissantes. À mesure que la situation se développe, 3 scénarios distincts se dessinent pour le Burkina Faso dans les 6 à 12 mois à venir. Chacun de ces scénarios repose sur l'évolution de la capacité de réponse du pays face aux intrusions aériennes et à la menace croissante, ainsi que sur la manière dont le pays pourra naviguer dans une région en pleine turbulence géopolitique. Dans un premier scénario, le Burkina Faso réussit à renforcer ses systèmes de surveillance et à améliorer la coopération régionale avec ses voisins. Grâce à des ajustements technologiques et une meilleure coordination, le pays parvient à anticiper et contrer les incursions de manière plus efficace. La coopération avec les États voisins, bien que lente à émerger, prend forme au fil du temps, permettant une couverture plus large des zones sensibles.
Les forces de défense, réorganisées et mieux équipées, gagnent en réactivité. Le pays est capable de limiter les perturbations économiques et de maintenir un certain contrôle sur son espace aérien, tout en rassurant sa population sur sa capacité à défendre ses intérêts. Les tensions géopolitiques diminuent et le Burkina Faso parvient à stabiliser sa situation à court terme, bien qu'il reste vulnérable à toute nouvelle escalade de la part des acteurs extérieurs. Dans un deuxième scénario, la réponse du Burkina Faso est moins efficace et les systèmes de défense restent sous pression face à des incursions de plus en plus sophistiquées. Dans les technologies vieillissantes et la lenteur dans l'adoption de solutions plus avancées limitent la capacité de détection et de réaction du pays. Les intrusions continuent d'affecter les infrastructures critiques, notamment les zones d'approvisionnement et les points de surveillance. L'économie souffre de plus en plus, avec des perturbations régulières dans les secteurs clés comme les mines et l'énergie. Sur le plan géopolitique, les pays voisins commencent à envisager des solutions plus intégrées, mais la coopération reste fragile et les tensions augmentent. Le Burkina Faso se retrouve pris dans une spirale de pression croissante, avec une stabilité difficile à maintenir à moyen terme. Dans un troisième scénario, le Burkina Faso fait face à une escalade rapide de la situation, d'un où les incursions aériennes se transforment en une attaque plus directe. Les forces extérieures, ayant mesuré les vulnérabilités du pays, lancent une offensive coordonnée, exploitant les failles dans les systèmes de surveillance et de défense. L'économie nationale entre en crise avec des perturbations majeures dans les chaînes d'approvisionnement et les secteurs vitaux. Le pays perd le contrôle de certaines zones sensibles et la population, de plus en plus inquiète, commence à se mobiliser. Les discussions régionales se transforment en négociations pour une intervention plus active, mais les tensions entre les nations sahéliennes s'intensifient, menaçant de déstabiliser l'ensemble de la région. Dans ce scénario, le Burkina Faso se trouve face à une crise existentielle qui pourrait nécessiter une réponse militaire extérieure pour protéger sa souveraineté. Chacun de ces scénarios présente des défis considérables pour le Burkina Faso, mais aussi des opportunités pour réagir stratégiquement en fonction de l'évolution de la situation. La clé résidera dans la capacité du pays à renforcer ses défenses internes et à forger des alliances régionales solides pour contrer la menace extérieure. La situation actuelle du Burkina Faso, marquée par des incursions de plus en plus sophistiquées, n'est pas seulement un défi pour le pays, mais aussi pour chaque citoyen, chaque acteur économique et chaque voisin de la région sahélienne. À une époque où les menaces sont de plus en plus invisibles et discrètes, la question qui se pose est: comment chacun de nous peut-il participer à la protection de notre espace commun? Pour les citoyens burkinabés, il ne s'agit pas seulement d'une question de surveillance technique, mais d'une vigilance partagée. Les rapports des opérateurs de surveillance, bien qu'essentiels, ne peuvent pas tout faire. Les communautés locales, en particulier dans les zones frontalières, jouent un rôle crucial dans la détection précoce des anomalies. Une plus grande sensibilisation et une communication renforcée avec les autorités locales peuvent aider à repérer les signes avant-coureurs d'une menace. La confiance dans les systèmes de défense ne doit pas reposer uniquement sur l'État, mais également sur l'engagement de chaque individu à signaler ce qui pourrait sembler anodin, mais qui pourrait en réalité être crucial. Du côté des entreprises, la question est encore plus pressante. Les secteurs clés, comme les mines et l'énergie, qui représentent une part importante de l'économie burkinabé, sont vulnérables aux interruptions causées par ces incursions. Les entreprises doivent adopter des protocoles de sécurité plus stricts, intégrer des solutions technologiques avancées et travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour minimiser les risques. Il est essentiel de comprendre que la sécurité nationale et la stabilité économique sont intimement liées. Quant aux voisins du Burkina Faso, la coopération régionale devient un impératif. L'isolement face à des menaces transfrontalières n'est plus viable. Les États sahéliens doivent comprendre que l'instabilité d'un pays peut rapidement se propager à toute la région. C'est pourquoi il est crucial de renforcer les liens de coopération pour partager des informations, coordonner les actions et garantir une sécurité collective. Le Burkina Faso, et plus largement la région, se trouve à un carrefour.
La question est de savoir si nous saurons répondre ensemble à cette menace, non seulement en renforçant nos défenses, mais aussi en unissant nos efforts à tous les niveaux pour créer une résilience collective. Le Burkina Faso se trouve aujourd'hui à un tournant critique, mais il existe plusieurs voies de possibles pour sortir de cette impasse. Pour reprendre le contrôle et assurer la sécurité nationale, il est impératif d'adopter une approche structurée et multiniveau, impliquant une combinaison de réformes internes, de collaboration régionale et d'innovation technologique. Alors, 3 étapes clés peuvent aider à renforcer la défense du pays face aux menaces croissantes. D'abord, il est crucial d'investir dans la modernisation des infrastructures de surveillance et de détection. Cela inclut l'acquisition de technologies avancées, telles que des radars de dernière génération et des systèmes de surveillance par satellite, permettant de détecter les incursions même les plus discrètes. La mise en place d'un centre de fusion des données, où les informations provenant de divers points de surveillance seraient centralisées et analysées en temps réel, est essentielle. Ce système coordonné permettrait une réponse rapide et une évaluation immédiate des menaces. Ensuite, il faut miser sur une coopération accrue avec les pays voisins. Face à des menaces transfrontalières, l'isolement n'est plus une option. Les États sahéliens doivent établir des protocoles de collaboration sécuritaire, partager des informations sur les mouvements suspects et mener des exercices communs pour tester leur capacité de réponse. Une telle coopération permettrait de créer un réseau de défense collective capable de répondre plus efficacement à toute tentative d'intrusion extérieure. Enfin, il est nécessaire de mettre en place une sensibilisation à grande échelle des citoyens et des entreprises. Les autorités doivent organiser des campagnes d'information pour expliquer les risques potentiels et encourager la vigilance. Les entreprises, en particulier dans les secteurs clés de l'économie, doivent renforcer leurs protocoles de sécurité et de continuité. Le secteur privé joue un rôle essentiel dans la résilience économique du pays et sa collaboration avec les institutions publiques est indispensable pour limiter l'impact des perturbations. Ces 3 étapes ne constituent pas seulement une réponse à court terme, mais aussi une stratégie à long terme pour garantir la stabilité et la souveraineté du Burkina Faso. En agissant sur ces fronts, le pays pourra renforcer sa défense, rassurer ses citoyens et ses partenaires internationaux et se préparer à toute éventualité future. En repensant aux premières nuits où les signes de l'intrusion semblaient si lointains, Ibrahim Traoré revint sur la sagesse qu'il avait apprise au fil des ans. Souvent, ce sont les détails les plus insignifiants qui façonnent les grands tournants. Le soldat de Kaya, qui avait observé 3 nuits consécutives le même mouvement, qui n'aurait jamais imaginé qu'un simple acte de vigilance deviendrait le point de départ d'une mobilisation nationale. Ces petites pièces du puzzle, invisibles au début, se sont transformées en repères cruciaux, montrant qu'une nation peut se redéfinir par sa capacité à lire les signaux faibles. Cette expérience a forgé une résilience nouvelle au Burkina Faso. Les relais, les postes avancés et même les collines reculées du pays ont révélé un réseau de vigilance, invisible mais pourtant solide. Ces efforts collectifs ont montré que la souveraineté ne dépend pas uniquement de la puissance militaire ou des technologies avancées, mais aussi de l'attention portée aux signes subtils, aux détails que beaucoup auraient ignorés. Le Burkina Faso avance désormais avec une leçon gravée dans son ADN. Même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lueur d'espoir, une voie pour se relever si l'on sait où regarder et comment agir ensemble. Le Burkina Faso, un pays à la croisée des chemins, se trouve aujourd'hui à un moment décisif. La situation actuelle n'est pas seulement une question de sécurité, mais aussi de résilience collective. Alors que le pays fait face à des défis majeurs, chaque citoyen, chaque entreprise, chaque acteur de la région a un rôle à jouer. L'avenir de la nation dépend de la capacité de chacun à participer à cet effort commun. Maintenant, plus que jamais, il est temps de se rassembler, de renforcer nos liens et de nous engager activement pour la sécurité et la stabilité du pays. Loin des discours théoriques, il est essentiel d'agir sur le terrain, en partageant des informations, en restant vigilant face aux menaces et en soutenant les initiatives de défense et de coopération régionale. Chaque petite action compte.
Alors, que pouvez-vous faire pour contribuer à cette cause? Que vous soyez un citoyen, un entrepreneur ou un responsable gouvernemental, vous avez un rôle crucial à jouer dans la création d'un Burkina Faso plus sûr, plus résilient et plus uni. Ensemble, nous pouvons faire la différence.